travail que je vais vous présenter, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail qui a été effectué avec mon collègue indien Shankara Goda et dans le cadre d'une collaboration de longue date avec le Center for Policy Research de New Delhi. Et j'insiste là-dessus parce que j'aurais été seule pendant cette période de confinement, je n'aurais absolument pas pu faire d'enquête. Là, je vais essayer de vous parler du travail en distanciel, comment nous avons continué à enquêter en temps de Covid auprès des habitants d'un bidonville démoli à Delhi. Donc, je me trouvais à Delhi fin février, initialement pour une mission de 4 à 5 semaines jusqu'à fin mars. Et finalement, avec le confinement et la suspension de tous les vols internationaux, je suis restée jusqu'à mi-juillet. Et mon collègue indien Shankara, lui, a pu rejoindre sa famille dans le sud de l'Inde, à Bangalore. Donc, on pourrait dire, tous les deux, de toute façon, éloignés de notre terrain de recherche, dans l'impossibilité de mener notre programme de travail. Et dans ce contexte, c'est vrai qu'ajuster à la fois nos questionnements de recherche et notre méthode est devenu un impératif. En fait, avec Shankara, nous travaillons sur la mise en œuvre d'un projet de rénovation d'un bidonville, enfin ce qu'on appelle un bidonville à Delhi, la colonie de Katputli Colony, et ce depuis 2019. Il faut savoir que ce quartier précaire a été démoli. Dernières démolitions se sont produites en 2017 et les familles éligibles au programme de rénovation ont été réinstallées temporairement dans ce qu'on appelle un camp de transit. Ce sont 2800 unités d'habitation, des préfabriqués. Chaque famille éligible a une pièce de 12 mètres carrés, quelle que soit la taille du ménage, qui peut aller jusqu'à 10 personnes. Donc, au total, on a 14 000 à 15 000 personnes. En dépit de ce contexte de forte densité, d'entassement dans les habitations et de conditions sanitaires défectueuses, à ce jour, pas un seul cas de Covid n'a été déclaré dans le camp. Et en fait, nous avons essayé de transformer les contraintes liées à cette crise en opportunités d'investigation nouvelles, c'est-à-dire que nous sommes intéressés à la fois à l'impact de la crise et à la crise comme révélateur. Or, comme je le disais, si la Covid n'a pas directement affecté les habitants du camp, en revanche, les mesures de confinement avec un arrêt brutal des activités économiques et des transports ont eu un impact dramatique sur les conditions de vie de toutes ces familles. Or, dans ce contexte, il nous paraissait important, d'une part, d'évaluer les effets multidimensionnels du confinement, d'éclairer les stratégies de survie mises en place au niveau des familles et d'examiner également les initiatives collectives mises en place au niveau du camp pour faire face à cette crise inédite. Par ailleurs, en réponse à un appel à communication pour un atelier de recherche, nous avons inclus un volet sur les questions de confiance envers les différents acteurs impliqués dans cette crise. Non seulement nous avons ajusté nos questions de recherche, mais nous avons dû aussi ajuster nécessairement la méthodologie de l'enquête avec un passage au distanciel. Alors, pour commencer, comme je l'ai mentionné, mon ancrage dans une institution de recherche à Delhi, le Center for Policy Research, et ma collaboration avec un collègue indien étaient tout à fait cruciales. De fait, c'est Shankara Goda qui a conduit des entretiens qui nécessitaient, et ce encore plus au téléphone, une maîtrise parfaite, que je n'ai pas, de la langue de tous nos interlocuteurs. Deuxièmement, il est indispensable d'avoir déjà une bonne connaissance du terrain d'enquête, de l'environnement, des conditions d'habitat et de vie. Et troisièmement, il faut non seulement bien connaître, mais aussi être reconnu de la communauté dans laquelle on travaille, avoir déjà un réseau solide de contacts, d'informateurs, notamment de leaders locaux. On parle de leaders locaux en particulier dans ces quartiers précaires qu'on appelle des bidonvilles. Et ces leaders sont indispensables pour servir de référents et pour joindre de nouvelles personnes à interviewer. Alors, est-ce que les entretiens par téléphone en temps de crise, est-ce plus facile? Alors, on pourrait dire le premier intérêt, ça, en période de pandémie, bon, c'est peut-être évident, mais quand même, il faut le souligner, les entretiens téléphoniques garantissent le maintien de la distanciation physique, pas de risque de contamination, la protection de l'enquêteur comme des enquêtés est assurée.
Alors, le confinement présentait un autre avantage pour les enquêtes, c'est la meilleure disponibilité pour répondre aux entretiens. Les personnes étaient plus facilement joignables et avaient plus de temps pour parler au téléphone. Or, par ailleurs, en temps de crise, les personnes interrogées ont apprécié de pouvoir expliquer toutes leurs difficultés. Mais, en contrepartie, souvent, elles attendaient aussi une aide et sollicitaient le chercheur à cet effet. Mais j'aurais quand même précisé que ce point, les entretiens en présentiel auraient certainement eu le même effet, parce que ce qui intervient ici, c'est plus le contexte de crise aiguë et non pas le mode d'enquête. Alors, indépendamment du contexte de crise sanitaire, quels autres avantages peut-on trouver au téléphone par rapport au présentiel? Premièrement, le téléphone offre plus d'options et de flexibilité pour fixer l'horaire de l'entretien, y compris en soirée, ou pour plus d'options pour compléter les entretiens en plusieurs appels si nécessaire, pour faire des vérifications, chercher des clarifications. Autre avantage notoire, par téléphone, il y a moins d'interférences et d'influences externes. En effet, quand on enquête, quand on mène de longs entretiens dans des quartiers populaires en Inde, il y a très souvent d'autres personnes qui viennent à un moment ou à un autre voir ce qui se passe, qui peuvent éventuellement interrompre, perturber le déroulement de l'entretien. Et cette absence d'interférence et d'influence externe est un atout particulièrement appréciable pour les entretiens téléphoniques avec des femmes. Enfin, dans un espace sous surveillance, comme l'est le camp de transit, l'entretien par téléphone a permis de court-circuiter les autorités du camp et les gardiens. Et dans ce contexte, la question de l'autorisation de mener des enquêtes ne s'est plus posée. Bien sûr, le téléphone, ce n'est pas pour autant la panacée. Il y a des limites. Premièrement, et la limite principale, peut-être, il n'est pas possible d'observer le contexte, d'observer tous les changements éventuels dans l'environnement. Il n'est pas possible non plus de confronter les réponses aux observations directes, par exemple concernant le respect des gestes barrières. Troisièmement, au téléphone, il est plus difficile d'aborder certains sujets sensibles que lors d'un entretien en tête-à-tête, par exemple des questions de jalousie, de méfiance, de concurrence entre les différentes communautés qu'abrite le camp. Et quatrièmement, il n'est pas possible non plus par téléphone d'organiser des entretiens de groupe ciblés qui peuvent révéler d'autres choses, d'autres dynamiques que ne peut le faire l'addition d'entretiens individuels. Vous parler d'une discipline assez récente qui a une quinzaine d'années qui s'appelle l'analyse des paysages linguistiques et que je pratique donc depuis un certain temps. Elle consiste à mesurer et à analyser l'entrecroisement des différentes langues présentes dans l'espace public urbain essentiellement. Dans mon cas, puisqu'il s'agissait de mettre le focus sur ce que le Covid ou la Covid pouvait apporter de nouveau linguistique d'une ville comme Paris. Et là, ça a consisté à photographier tous les panneaux qui ont fleuri au moment du premier confinement et qui s'adressaient à la population pour indiquer que les boutiques étaient fermées. Et ce qui est marquant, ça a été d'abord leur diversité formelle. Vous voyez le panneau de gauche qui était extrêmement élaboré, avec un discours sophistiqué, le comptoir du dessin ouvrira à nouveau ses portes dès que le corps médical nous aura mis hors de danger avec l'aide de nous tous. Attention, le rire aussi peut être contagieux, c'est ce que vous ne pouvez peut-être pas lire dans le détail. Et puis parfois, il y avait une absence de mots, ce qui était une manière tout à fait intéressante de communiquer en creux, y compris pour des linguistes qui sont souvent focalisés dans la discipline d'analyse des paysages linguistiques sur les mots. Les panneaux les plus courants était quand même du type de cette diapositive. Le printemps Haussmann, qui annonçait à sa clientèle que la boutique allait être fermée. Mais vous voyez, tout fait bloc, il n'y a qu'une langue. Et donc, ce que je voulais déjà signaler, c'est que la première observation qu'on a pu faire en période de pandémie, c'est une rétractation générale des langues étrangères dans l'espace parisien. De ce fait, c'était déjà un résultat, à savoir qu'en situation de crise, il y avait un repli sur la langue nationale, en particulier en France. À la place, par contre, ce qui m'a sauté aux yeux, ça a été ce que j'ai appelé l'effet Pompéi, à savoir une impression que tout s'était arrêté
et que beaucoup d'annonces n'avaient pas été réactualisées. À présent, nous étudions avec les étudiants de master de sciences du langage, nous étudions où les langues étrangères résistent et où les langues étrangères continuent à disparaître au fur et à mesure des confinements, des reconfinements, des confinements, enfin tout ce que nous connaissons actuellement. En réalité, quand on a la pratique des lieux installés dans la durée, quand il arrive une crise, les choses sont modifiées. Et je pense que c'est l'occasion de mettre en avant une notion qui serait celle d'effet déceptif, c'est-à-dire ce que l'on a habituellement et qui n'apparaît plus, qui disparaît. Et c'est un résultat en soi que l'on peut louper si on veut photographier uniquement ce que l'on voit, ou ce que l'on lit, ou ce que l'on récolte. Donc, au plan épistémologique, ça me paraît très intéressant. Par ailleurs, la situation de crise, quand on l'analyse en termes quantitatifs et par objet de discours, elle a été mesurable par un passage dans les affiches d'une multiplicité de préoccupations. Par exemple, n'oubliez pas votre parapluie, attention à ne pas vous faire voler votre portefeuille, qu'on trouve dans toutes les langues, dans les brasseries, etc. On est passé d'une multiplicité de préoccupations à ce que j'ai appelé une polyphonie monomaniaque monolingue. Polyphonie parce qu'il y avait des affiches partout, monomaniaque parce que ça portait juste sur la fermeture, la réouverture et les gestes barrières, et monolingue parce que c'était quand même dans une métropole globale, dans une ville globale comme Paris, c'était quand même très resserré autour de très peu de langues par rapport à d'habitude. Finalement, comment définir discursivement une situation de crise? On peut la définir comme une situation d'uniformisation des comportements et des objets de discours. Comme toute spécialiste de sciences du langage, je m'attache à faire des typologies avec des typologies de marques linguistiques que je peux relever, des typologies de phénomènes, et au niveau des anachronismes qui caractérisent pour moi l'effet Pompéi, il y a les affiches non retirées qui sont complètement périmées. Il y a les affichages qui sont contredits par ce que l'on voit immédiatement. Et puis, il y a aussi les affiches qui sont en quelque sorte extrêmement douloureuses parce qu'elles ne correspondent plus à la situation vécue intériorisée. Par exemple, voilà quelque chose qui est très intéressant. C'est une vitrine avec des œufs de Pâques magnifiques, la vitrine de Turiès, près de la gare Saint-Lazare. Mais elle a été maintenue telle qu'elle jusqu'au 6 mai, alors que le lundi de Pâques était le 13 avril. Si je passe à ma deuxième catégorie, on voit en gros en anglais Citadium, Havre-Comartin, qui a mis « Oui, nous sommes ouverts ». Et puis pendant plusieurs semaines, j'ai photographié l'installation d'un SDF devant la porte d'entrée. C'était encore le 6 mai, ça contredit complètement le fait que ce soit ouvert. Et puis, il y a des ruptures très douloureuses psychologiquement. Par exemple, la grande récré rue d'Amsterdam qui vous met, alors qu'on comptait les morts le 11 avril par centaines, ça vous met la fête continue. Au plan épistémologique, ce qu'on prend dans la figure, je dirais là, en termes d'effet Pompéi, extrêmement saisissant, nous amène à interroger peut-être un vide disciplinaire de l'analyse des paysages linguistiques, c'est qu'en situation normale, c'est une discipline qui référence beaucoup l'endroit où on prend la photo, mais très peu la date à laquelle on la prend. Donc finalement, ce que nous a montré la situation de crise de la Covid, c'est qu'il y a peut-être une négligence autour du facteur temporel dans les recherches en analyse des paysages linguistiques. Et le fait d'avoir des arrêtés qui sont pris tous les 15 jours en France avec un État qui est très présent dans la régulation du comportement permet d'observer en live la possibilité de prélever des discours échelonnés adossés à des événements datables, ce qui est méthodologiquement extrêmement intéressant. Le discours de crise, bien sûr, comme discours concentré sur un même propos, et comme le discours, j'ai parlé de polyphonie monomaniaque monolingue, et bien sous Covid-19, on s'aperçoit qu'on est dans une crise très forte, car le resserrement est très marqué dans l'affichage. Et enfin, pour dire quelque chose de ma discipline d'origine, l'analyse de discours, a délaissé depuis très longtemps l'analyse des formes brèves. Et je trouve que là, c'est l'occasion de remettre en avant l'intérêt d'une analyse des formes brèves et aussi donc de ne pas oublier les discours qui sont pris dans la pandémie, qui sont formatés par la pandémie et qui donnent forme, qui donnent une sorte de corporalité discursive, de matérialité à la pandémie, par la forme brève et extrêmement resserrée qu'ils adoptent. C'est tout à fait inhabituel d'avoir un corpus comme ça. Et ça change, ça fait un contrepoint, me semble-t-il, au discours long
sur la pandémie ou à propos de la pandémie, puisque là, ce sont des discours qui prennent corps dans la pandémie. Concernant les leaders, là où ils ont été, on pourrait dire, indispensables, c'est dans toutes les enquêtes préalables. Comme je vous l'ai dit, c'est un terrain sur lequel nous travaillons depuis longtemps. C'est-à-dire quand on va sur place, si on n'a pas d'abord des contacts avec les leaders, souvent c'est même impossible d'avoir accès à d'autres personnes. Or là, on avait déjà de nombreux contacts, donc on n'avait pas besoin des leaders pour interviewer les personnes dont on avait gardé les contacts. Mais par contre, si on voulait, pour diversifier notre échantillon, introduire de nouvelles personnes dans l'échantillon, là, pour se présenter au téléphone, il était indispensable de faire référence à quelqu'un de connu et à quelqu'un de confiance. Il n'y a pas cet équivalent d'agent de santé. Par contre, ce qu'il y avait déjà dans le bidonville initial, il y avait une ONG qui était très active, parce que bon, c'est un bidonville où il y a une communauté d'artistes de rue, qui en même temps avait une école pour ses enfants et qui avait aussi un dispensaire. Sont encore en cours car l'Europe ne se confine pas et de manière au même rythme ni de manière aussi sévère partout aux mêmes endroits. Je vais avoir des collectes en Allemagne, en Suisse. Il y en a une en cours au Mozambique, mais je n'ai pas assez de données pour me prononcer. L'utilisation des langues est très régulée. Et il faut aller du côté de l'analyse des discours institutionnels, notamment des ouvrages de Craig Planck, etc., pour bien mesurer la portée des discours institutionnels en matière de régulation de la présence des langues dans les villes en France. Donc je pense que tendanciellement, on sera plus monolingue que beaucoup de pays d'Europe. Pour les formes brèves, moi je suis même remontée jusqu'à Portine, que tu connais peut-être Isabelle, hein, sur l'argumentation de l'écrite, qui était un des grands analystes de discours et didacticiens à s'intéresser aux formes brèves. Après, il y a eu tout ce qu'a fait Jean-Michel Adam sur le slogan publicitaire et autres. Cela étant, les formes ne sont pas toujours brèves. Hein. Il y a des pleines pages, notamment pour les annonces sur les lieux de culte, que je n'ai pas évoquées là. Donc, il y aurait un corpus de formes brèves et il y aurait aussi quelques formes beaucoup plus longues.